Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et comme presque à toutes les fois, je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu en ce matin? C'est rare qu'on enregistre ce matin, hein? C'est rare qu'on enregistre le matin et c'est la première fois même qu'on enregistre chez moi. Moi, je suis tout mêlé, là. J'ai besoin d'un café. Mais merci, Joël, d'avoir pensé à m'amener un café. Rien de rien. Moi, je bois pas de café. Et en plus, je suis pas très matinal. En tout cas, c'est pas dans ma nature. Mais avec les années, j'ai appris à me lever quand même assez tôt parce que je fais porter mes enfants à leur école. Non, mais toi, t'es un couche-tard, hein? J'étais un couche-tard, puis là, je vous dirais, depuis maintenant, écoute, mon plus vieux a 14 ans, donc ça fait presque 14 ans que j'ai appris à me lever tôt à cause des enfants. Un moment donné, on vient à y prendre, je dirais pas goût, mais on vient au moins à prendre l'habitude d'être un peu plus tôt. Parce que quand j'étais plus jeune, là, je pouvais dormir tard. C'était quand même pas trop pire, un matin 9h, c'est... Ben là, écoute, 9h, c'est comme là, pour moi, ça c'est tôt. Okay. Non, tu te couches à 8h le matin, habituellement. Ah non, je suis plus capable de faire ça. Écoute, j'ai quand même besoin de dormir quelques heures, sinon on vieillit, hein. Eh, Guy? oui. Qu'est-ce qui se passe de bon? Je sais que je t'ai entendu un peu plus tôt parler de que tu t'amusais beaucoup à faire de l'intégration avec tout ce qui est avec QuickBooks. Oui, avec QuickBooks. Je me bats avec ce merveilleux logiciel qui s'appelle QuickBooks. En fait, j'essaye de faire pour le client où je travaille présentement. Ils ont différents systèmes qui ne se parlent pas. Donc, c'est le défi de faire parler, de réécrire certains systèmes puis de faire parler tous ces systèmes-là. Et un de ces systèmes-là, c'est QuickBooks Entreprise. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à analyser, trouver des façons d'interfacer QuickBooks. Ça, c'est intéressant. En architecture, souvent, les gens vont nous engager pour les aider dans tout le défi de l'intégration. Parce que ça peut sembler simple, hein. On dit, ça va être facile, on intègre ce système-là. Oh non, c'est pas simple. Puis pour les entreprises, comme l'entreprise où je travaille présentement, là, c'est vraiment des silos, là. Puis ce qu'on retrouve, c'est de l'inefficacité dans le sens où il y a des données qui doivent être ressaisies 2 ou 3 fois, là. Je suis en train de lire un super bon livre ces jours-ci qui s'appelle Closing the Communication Gap. C'est un livre sur qui traite du domaine des spécifications par l'exemple. Et un exemple, ou en tout cas une anecdote qu'il donnait dans le livre, c'est qu'il racontait à un moment donné qu'avec une équipe, il demandait à l'équipe pour expliquer le processus. Et vous savez, quand on fait dans les approches agiles, on y va toujours on priorise les besoins, donc on priorise les user stories. Et il y avait tout un domaine qui touchait l'impression. Et cette personne-là dit, écoutez, l'impression, peut-être qu'on pourrait la mettre plus tard, puis dans une première version, juste focusser sur les fonctionnalités de grande valeur qui étaient pour eux autres de réussir à rentrer, à inscrire je ne sais pas c'était quel domaine, mais imaginons que c'était juste, mettons, inscrire le nom d'un client. Et les gens disent, non, on dit l'impression, on en a besoin. Dit, oui, mais vous en avez besoin. Et en discutant avec ces clients-là, il s'est rendu compte que eux, ils considéraient qu'il y avait besoin d'impression parce que depuis toujours, ça faisait 40 ans, il y avait des systèmes qui étaient tout en silo. Et la façon pour passer l'information d'un système à l'autre, c'était d'imprimer et de recopier à partir de ce que tu avais imprimé à la main. De ressaisir, ouais. De ressaisir. Donc, pour eux, automatiser, c'était de dire, on refait le système, on va le refaire comme ça. Et là, pour les gens, quand il a commencé à leur expliquer qu'il n'y aurait plus besoin d'imprimer, que l'information se transférait d'un système à l'autre automatiquement. C'est de la magie. Là, les gens ne le croyaient pas. Parce qu'il y avait l'impression qu'un système informatique, c'était comme ça. Et on parle là des années 2000. C'est malheureux de se rendre compte comment beaucoup de clients sont pas éduqués. Ils pensent que les systèmes mal faits qu'on leur a fait depuis le début de l'informatique, que c'est ça, l'informatique. Oui, mais ça veut pas dire que les systèmes étaient mal faits. À l'époque, les technologies faisaient en sorte que c'était impossible. C'est juste que ça a changé. C'est juste que ça a changé. Il y a une évolution. On n'est pas pour
ici pour parler de... Mais en même temps, ça recoupe le sujet. Ça recoupe notre Oui. sujet parce qu'en fait, si on compare avec l'évolution du développement logiciel, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui avec notre sujet, c'est vraiment ça. Ça a changé. Dans le temps, on faisait pas les mêmes choses. C'était différents processus, différentes façons de faire, différents langages. Pour nos auditeurs, vous entendez la voix de Joël Quimper, qui est conseiller chez Microsoft, qui est notre invité ce matin. Un bon ami, hein, on peut dire. On a eu pas mal. On se connaît depuis bientôt. On a 3 échangé ans. quelques petites bières ensemble. Des bières. Je me souviens. Pas le matin, par exemple. Non, pas le matin. Mais je me souviens, Joël, un moment donné, il y a eu la fameuse conférence du Pattern and Practices qui avait eu lieu à Québec il y a 2 ans maintenant ou 3 ans. 3 ans. Puis, t'étais fortement impliqué. Moi et Guy, on était conférenciers. Et je me souviens, nous, un moment donné, il était 2 heures ou 3 heures du matin. était tard. Une bonne poutine chez Ashley, là. Ashton. Ashton. C'est vrai, Ashley, c'est pas la même chose. Blanc de mémoire. Je vieillis, comme on disait. Mais ça dit, on était à Québec pour le Pattern and Practice. Ouais, hein. Guy, moi, cette semaine, en tout cas, j'étais dans la logistique, tu sais, comme consultant, on est habitué à avoir toujours notre logistique. Puis, mon statut a changé dernièrement parce que je suis chez Pixis, mais je travaille encore beaucoup par moi-même, forcément. La culture chez Pixis, c'est prends-toi en main parce que c'est pas toi s'il y a personne qui va vraiment te dire quoi faire. Et là, j'étais cette semaine dans les réservations, billets d'avion, hôtel, parce que je m'en vais dans 2 semaines au Software Design Review. Je m'en vais à Microsoft, à Redmond. Ça vient vite, hein. L'équipe est en train de réfléchir à qu'est-ce que va être la version 11 de Visual Studio, donc la prochaine version. 10 est livré. Donc là, on s'en va nous faire un Software Design Review, donc aller donner nos intrants à l'équipe en leur dire ce qu'on pense qui est correct puis ce qu'il faudrait peut-être qu'ils changent pour la prochaine version. Donc, si les auditeurs veulent envoyer du feedback à Microsoft, ils peuvent t'envoyer un petit courriel que tu vas pouvoir... Faut dire, on va s'entendre, hein, le produit actuel, les fonctionnalités qu'il y a dans le produit actuel, c'est pas vraiment là que les gens de Microsoft sont intéressés d'avoir notre feedback parce qu'ils ont déjà des bonnes tentacules. Là. C'est ce qui manque, là. C'est les bouts qui manquent, là. C'est les nouvelles fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? J'ai un NDA, je peux pas parler de qu'est-ce que Microsoft veut faire, mais il y a des nouvelles fonctionnalités et le but pour Microsoft, c'est sur ces nouvelles fonctionnalités-là où est-ce qu'il faut dans certains cas innover, ou si c'est pas innover, en tout cas il y a un produit compétiteur sur lequel ils peuvent regarder qu'est-ce qu'ils pourraient copier, parce qu'on sait que Microsoft sont bons pour essayer de copier des fonctionnalités. Donc le but, c'est d'aller chercher aussi notre intrant là-dessus. Aujourd'hui, notre invité est Joël Quimper, qui s'est déjà joint à la conversation, c'est correct. Ben oui. Ouais, non, fallait j'attendre? Non, absolument pas. Surtout pas. Joël, la formule des émissions, parce que c'est la première fois que tu es invité au podcast, mais je te le dis, on va au moins s'assurer qu'à toutes les 4-5 ans que tu reviennes. Mais je sais que vous avez un long backlog pour ça. Je sais que ça fait longtemps que je suis cédulé. Oui, ben des fois... encore là, l'anecdote, il y a des gens qui ont dit « Oui, OK, on va te céduler. » Puis là, tu dis à la personne « Oui, je vais te céduler, mais dans 12 mois. » La personne dit « Dans 12 mois. » Je dis « Ben là, c'est parce que j'ai du monde pour les 11 prochains mois qui sont... tu sais, c'est pas forcément toujours annoncé. Nous autres, sur le site, c'est qu'on sait que ça s'en vient. Écoute, mais juste à l'extérieur de ta maison, là, ils sont 12 en ligne là à vouloir faire un podcast. Il y a une file pour enregistrer. Mais parce que il y a les anciens, ils veulent toujours revenir, forcément. Je pense qu'ils ont aimé l'expérience. Puis il y a toujours des nouveaux qui disent hey, moi j'aimerais ça venir parler de tel sujet. Puis nous, on essaie de faire un joyeux mix de nouveaux et d'anciens. Guy me regarde là en disant ça s'éternise, Mario, ça s'éternise. La bio de notre cher ami Joël. Donc, ce que je disais, Joël, t'es conseiller chez Microsoft. Oui. Conseiller en architecture. Oui, en fait, je travaille pour MSDN, que vous connaissez le groupe. Donc, Microsoft Developer Network. Oui, exactement. Puis vous connaissez ce groupe-là là, qui font les Tech Days, qui font tous les événements. Au sein de ce groupe-là, on est segmenté par audience, comme vous pouvez vous en douter, dépendant à qui on parle. Donc, il y a l'audience développeur, l'audience IT Pro, et on est 3 au Canada qui sont pour l'audience architecture. Donc, nous, ce qu'on fait principalement, c'est vraiment de l'architecture de solutions entre les différents composants de plateforme et d'autres plateformes aussi. Tu rencontres les grands clients? Oui, notre audience, c'est surtout les grands clients et les partenaires. OK. Donc, tu rencontres, je sais pas moi, un client des questions, comment je pourrais intégrer... SAP avec du nouveau développement .NET, c'est ça? Puis ce qui est intéressant pour Microsoft, quand ils sont allés te chercher, il y avait une vision très claire pour eux, c'est que pendant
presque une dizaine d'années ou peut-être plus même que... Ouais, plus que ça. Moi, j'ai été 11 ans. En fait, si on compte aussi le coop, parce que moi, j'ai été engagé sur le campus de l'université par IBM. Donc, t'étais 11 ans chez IBM, donc de l'autre côté, dans le merveilleux monde Java. Ouais, à la fin, j'étais l'architecte de WebSphere, là, l'architecte intégrateur de WebSphere, Eclipse. Mais là, comment Microsoft t'engage alors que ton background est complètement non .NET, là, vraiment Java, là, puis... Ouais, c'est vrai, quand j'ai joint Microsoft, j'avais une connaissance de .NET de base, rudimentaire, mais c'est une bonne question, mais en fait, encore là, une fois, ça coupe à notre sujet d'aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui fait aussi que quelqu'un qui a le goût de changer comme ça, de passer de ce que je faisais à ce que je fais maintenant. Dans mon rôle, c'est sûr que je fais plusieurs choses, mais je fais rarement quelque chose qui est pur .NET. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont bien meilleurs que moi pour faire juste du pur .NET. Moi, je fais beaucoup d'intégration, comme vous parliez au début. Mais là, t'es dans la moyenne à grande entreprise, donc ces entreprises-là ont des différents systèmes, puis c'est pas vrai que Ils sont jamais seulement .NET. C'est pas juste la couleur Java, c'est pas juste la couleur .NET, de c'est toutes pas les juste couleurs. SAP. On a du VB6, du SAP, du Java. C'est rare du code, du CodeGen, du n'importe quoi, ça va partout. L'intérêt dans ton cas, toi, vu que tu as appris à comprendre la plateforme Microsoft, l'offre de Microsoft, et que tu connaissais assez bien l'offre Java, tu étais en mesure à ce moment-là, en discutant avec les architectes d'entreprise, de pouvoir leur donner les bons côtés, en tout cas des bonnes raisons pour lesquelles développer en .NET, ça peut être avantageux pour eux autres aussi. Ouais, en fait, ça me donne une bonne compréhension de ce qu'on peut faire, puis Puis au niveau des clients, ça donne la crédibilité, là. C'est sûr que je reste toujours le gars de Microsoft. Fait quand je parle, je dis non, mais ton background, en voulant dire, bon, regarde, t'as passé 10 ans chez Microsoft, ouais, c'est ça, chez IBM, pardon, mon Dieu. Mais ça, il est parti pour un 10 ans chez Microsoft. Ouais, c'est mon objectif, en fait. Là, je suis vraiment bien, là. C'est que, en fait, c'est intéressant. Quand j'ai quitté, la moitié des gens qui ont dit j'ai joint le côté obscur, l'autre moitié des gens ils ont dit que j'ai vu la lumière. Tu sais. Dépendant du point d'où tu te places. C'est sûr que j'ai mes convictions. Moi, je pense, justement, notre sujet, il y a certaines choses en informatique que je pense que ça a changé. Je pense que le développement a changé. Je pense que les utilisateurs ont changé. Je pense qu'il y a plusieurs choses comme ça qui sont qu'on doit prendre en compte. Fait que... Donc, conseiller en architecture, et quand on s'est échangé des emails pour discuter de quoi on discuterait aujourd'hui, ce que tu m'as juste envoyé comme premier email, c'est Mario, j'aimerais ça de parler de good enough. Tu m'as même pris le terme en anglais, good enough, qu'on pourrait traduire en français par... moi, j'ai traduit par adéquat. Adéquat ou... en français, c'est dans le fond... Quand est-ce que c'est assez? Quand est-ce qu'on peut arrêter? Ou adéquat est correct, mais ça parle moins que good enough. Puis dans un contexte d'architecture, parce que tu veux parler finalement de tes expériences vécues dans le passé, où est-ce que... Parce que de par le fait que tu étais dans les grandes organisations, que tu as vécu vraiment le bon vieux temps, où est-ce que faire de la conception pendant des longues périodes de temps... C'est ça, des gros chantiers de 2-3 ans, des affaires de même. Là. J'ai connu ça. Puis plusieurs mois sans écrire une ligne de code, t'as connu ça. J'ai connu ça, ou j'ai connu même des fois des chantiers où on écrivait du code pendant 1 an. Là. J'ai connu des choses comme ça. C'est ce qui fait ces expériences-là. Dans mes dernières années chez IBM, il y avait plusieurs projets où j'étais en redressement, des choses qui n'allaient pas nécessairement super bien. Puis c'est pas nécessairement toujours de la faute des produits. Ou il y a plusieurs choses que j'ai appris là-dedans. Puis le good enough est un facteur super important. Là. Ben écoute, on fait la pause puis on en discute au retour. C'est bon. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Donc, quand est-ce que adéquat est justement adéquat quand on fait de l'architecture? Ouais, ça c'est une question large. On peut parler longtemps là-dessus. En fait, si on pouvait parler de la problématique. La problématique, là, ok, on va essayer de la résumer simplement, c'est que depuis longtemps, on fait du développement. Puis quand, dans le fond, les développeurs sont familiers avec le fait de dire, ok, on va faire du code. Je veux dire, on venait de l'assembleur, après ça il est arrivé le langage orienté objet. Bon, il y a plusieurs choses.
Puis, il y a eu les métaux qui venaient aussi parallèlement à ça. Avant Agile, je dirais, là, c'est vrai qu'on était beaucoup waterfall ou même itératif. On pouvait dire, OK, on va designer longtemps, puis enfin faire des lignes de code. Puis là, un jour est arrivé Agile, puis Agile est venu nous aider à nous structurer dans notre travail puis à livrer du logiciel qui a de la valeur rapidement. Mais qu'est-ce qui a jamais vraiment été pris en compte là-dedans, c'est qu'avec le temps, depuis, je dirais, les années 2000, depuis le framework.NET, puis depuis J2E, il y a quelque chose qui a changé important, c'est je dirais l'approche progicielle, ou une approche où, dans le fond, dans le temps, on développait beaucoup, à peu près toutes les... On développait de A à Z. On développait de A à Z, sauf la BD. Okay. Puis maintenant, c'est qu'on développe... Plus ça a été, plus ça s'est abstrait. Je dirais, il y a 3 couches. Il y avait vraiment la couche plateforme elle-même qui est offerte. Dans le temps, on avait... C'est le OS et la BD. Mais maintenant, avec J2E et .NET, c'est qu'on a rajouté une grosse couche. Puis dans le temps, on était habitué de coder je dirais des gros frameworks ou des gros layers d'abstraction qui viennent s'imbriquer entre la plateforme de base, donc le OS, puis les services offerts. On a vu ça, des frameworks applicatifs bâtis en Java, les équipes travaillaient pendant un an et demi. Oh, j'ai travaillé sur des équipes comme ça, là. Fait que des frameworks, des gros frameworks où on disait, OK, on va essayer de mettre ça va être réutilisable pour tous les projets, on va faire un framework de logging. Puis c'est ça, c'est toujours les mêmes problèmes récurrents, là, que les gens c'est toujours des problèmes, des problèmes techniques dans un cas, c'est-à-dire comment on va faire ma gestion mes accès à l'infrastructure, BD, logging, donc c'est ça. Les choses, sécurité. Les choses communes. C'est juste que qu'est-ce qui est arrivé, je dirais, il faut prendre en compte, OK, c'est la couche de plateforme en bas agrandit, OK, avec le temps. Avec .NET, là, IIS, ça va faire de plus en plus de services. Puis là, on arrive bientôt avec App Fabric qui va encore plus rajouter des services. Si vous avez regardé .NET 4, par exemple, juste un exemple de système runtime cache qui n'existait pas avant. Il y a plein de petites choses donc, de même. Mettre en cache d'informations, c'est plus devenu un défi ardu, là. Non, parce que maintenant, le framework incorpore de plus en plus de choses. C'est encore même plus vrai si on décide de bonifier notre plateforme.net en y rajoutant un SharePoint, qui est aussi une couche une plateforme applicative. Voilà. Souvent, les gens pensent, parce qu'ils font du SharePoint, que c'est va être beaucoup plus simple à se dire, là, les gens ont juste besoin de comprendre comment utiliser SharePoint. C'est le défi, il est beaucoup plus complexe. C'est qu'il faut que tu comprennes .NET, il faut que tu comprennes SharePoint. Maintenant, c'est plus juste une plateforme, c'est 2 plateformes qui se juxtaposent une dans l'autre. C'est ça. Pour un architecte, en fait, le travail est encore plus important pour dire comment je fais pour rendre cette plateforme-là qui est plus démocratique en un certain sens, là. C'est comment je fais pour m'assurer que cette plateforme-là va pouvoir évoluer, là. Puis là, plus, comme tu disais, toi, tu fais aujourd'hui d'intégration avec du QuickBooks. On va maintenant s'intégrer avec des produits comme SAP. Donc, on développe pas de bout en bout. Donc, il y a des fois aussi où est-ce que la solution, elle est bâtie presque de A à Z. On assemble des services. Le module est fait, puis on fait juste venir greffer ces modules-là à notre solution. Donc, on fait plus maintenant quasiment du code qui est de la colle. Oui, en fait, puis c'est ça le défi, en fait. Puis là, parallèlement à ça, c'est que toute notre éducation, notre background de développeur était beaucoup orienté sur, on fait des gros chantiers, on fait un peu basé produit. Je vais développer, mais en fait, Mario, tu le sais, maintenant, tu t'occupes d'un produit. Fait que tu sais c'est quoi développer un produit, c'est pas, c'est gros. Il y a il faut s'assurer que là, ce produit-là va évoluer dans le temps. C'est gros comme chantier. Le parallèle, c'est qu'en entreprise, on peut pas aborder le développement comme du développement de produits parce qu'on n'est pas des développeurs de produits. Dans le fond, le développeur en entreprise, lui, justement, c'est un développeur qui vient rajouter de la valeur par-dessus la plateforme, mais la valeur est plus dans ce que ça apporte à l'entreprise comme telle que dans le soft. C'est de me dire, je vais faire un logiciel qui gère ça. Je développe pas Word. Puis c'est ce qui vient rajouter. Parce que si on aborde ça de la même façon, la valeur, en fait, moi, ce que je calcule, c'est la valeur du code qu'on fait. Donc, c'est quand l'application qu'on développe roule, okay, c'est là qu'elle génère de la valeur. Avant ça, c'est pas de valeur. Quand on développe, pas de valeur. C'est optimiser ça, là. Donc, quand est-ce que ça vaut pas la peine d'optimiser ce code-là? Parce que de toute façon, dans 3 ans, toutes les plateformes vont changer, puis on est en entreprise, puis les besoins vont changer. C'est pas un produit qu'on fait, là. Fait que quand est-ce que, OK, c'est assez, je sais que pour un développeur, c'est dur. Un développeur, il y a beaucoup de refactoring. Un développeur va toujours, en fait, tous les développeurs que j'ai connus, ils ont le souci de la perfection, c'est de dire, hey, j'aimerais mieux que mon code soit optimal. On veut toujours, mais quand est-ce qu'il faut arrêter, là? Tu sais, quand on dit good enough, là, c'est ça qu'on veut dire, OK, quand est-ce que c'est correct d'utiliser ça, là, même si c'est pas parfait, là, versus ce que la plateforme m'offre en fonction de l'évolutivité, des choses de même, là. Je trouve ça intéressant ce que tu amènes parce que chez Pixis, on a un groupe de personnes qui participent à un book club. Donc, essentiellement, on lit des livres et on en discute. Et
Un des livres que les gens ont décidé de lire, un des premiers, c'est le fameux livre de Eric Evans, Domain Driven Design. Et moi, je l'ai déjà lu 2 fois, mais je me suis dit que ça peut être intéressant de relire certaines sections une 3e fois parce que c'est un livre important. Puis je fais partie de l'école qui pense que les livres importants, on devrait peut-être les revisiter à l'occasion. Donc, ces jours-ci, je revisite des sections du livre de Domain Driven Design. Et dans ce livre-là, un moment donné, il y a une partie, entre autres, il y a un chapitre sur les couches applicatives, donc un domaine que je maîtrise un petit peu, hein, Guy? Oui. puis bizarrement, écoute, j'ai lu le livre 2 fois, il y a une section que je n'avais pas accroché vraiment sur le message qu'il nous donnait, parce qu'il y a une section où il va parler du Smart UI. Où est-ce qu'il dit, essentiellement, c'est faire un découpage en couches, quelque chose de très clean. C'est valable justement dans un contexte où est-ce qu'on fait un produit, où est-ce qu'on a une équipe qui maîtrise ça. Mais l'autre approche qui serait littéralement de dire, écoute, je vais mettre tout le code dans la couche UI. Je peux peut-être la séparer, l'organiser de façon correcte, mais tout le mettre dans la couche UI, pas me faire beaucoup de couches. Puis il dit, oui, il y a des contextes où est-ce que ça se prête, puis je pense que c'est un peu ça que tu veux nous dire, ce que je veux dire, c'est en fait c'est ça, mais aussi en même temps que ce découpage par couche-là il peut être logique. Donc on peut dire, OK, je vais tout bien découper, on va tout faire clean, au pire on va faire dans des répertoires à l'intérieur d'une solution ASP.NET, une seule, là. Mais on va le découper correctement, mais il y a une distinction. On le distribuera pas sur 28 ordinateurs. Il y a une distinction entre le déploiement, dire, OK, non, je vais avoir 10 DLL pour chacune de mes couches, etc. Puis le fait de dire. Ou tout simplement projet, là. C'est ça. Fait que donc, l'idée, c'est de dire, il y a une distinction entre la séparation logique, physique, puis la complexité qu'on veut induire, tu sais. Mais ça, là, cette compréhension-là initiale de quelle va être l'envergure du produit qu'on est en train de concevoir, on sent l'entreprise, c'est beaucoup par projet. Oui. C'est le concept de produit pour beaucoup d'organisations en entreprise, c'est pas là. Je pars des projets, le projet va durer 6 mois, 1 an. Et juste d'expliquer aux gens qu'après ça, il faut les maintenir. Souvent, tu passes le produit à une équipe qui est le responsable de la maintenance. Oui. Et on a beaucoup dans ces organisations-là, il faut trouver notre retour sur l'investissement sur un délai assez court. Très court, à cause des plateformes qui accélèrent de plus en plus. Puis, on est prêt à accepter souvent que après 2 ans, 3 ans, on partira un autre projet, on jettera et on recommencera. Ce qui est pas le cas quand on est dans une culture produit. Je vais appeler ça produit pur. On a la dernière émission, Guy, qu'on faisait avec... on l'a pas encore présenté, mais on va vous présenter une émission un peu plus tard cet été sur le langage C++. Et on était avec quelqu'un de Microsoft qui travaille dans l'équipe qui conçoit le langage C++. Et il nous expliquait, écoutez, nous autres, là, le cœur du compilateur, c'est le même qu'on a construit en 1987. Il y a encore des bouts qui étaient même pour le langage C. Puis il dit ça, ce code-là, écoute, il est là, hein, puis il est écrit en C++, puis on planifie pas le réécrire. Ça, c'est important de faire la séparation entre le développement d'entreprise puis le développement, justement, pour faire des produits. C'est 2 types de développement qui sont totalement différents. En fait, notre sujet d'aujourd'hui s'applique au développement d'entreprise, parce que le good enough, en fait, le good enough assume une chose importante qui est difficile pour certaines personnes, mais c'est qu'à un moment donné, c'est correct de tourner un certain petit coin rond à cause de certaines contraintes qui sont différentes en entreprise, les budgets par projet, le fait qu'on bâtit sur des grosses plateformes qui ont un cycle de vie de 5 ans maximum. Microsoft, nos produits, c'est 5 ans, mainstream. Mm-hmm. Après ça, on est extended, c'est sûr, mais si je travaille avec .NET, mettons, j'ai commencé avec .NET 2 dans le temps, puis si ça m'a pris 4 ans à développer, j'arrive aujourd'hui avec quelque chose que je livre, puis .NET 2, on est tous d'accord pour dire qu'il y a beaucoup eu d'évolution. Donc, ce que tu es en train de nous dire, là, c'est que ça peut être un très bon choix d'affaires d'accepter qu'on bâtit une application qui va avoir beaucoup, beaucoup de dettes. Parce que, justement, le principe de la dette, c'est, je coupe beaucoup les coins ronds, puis je sais que si je veux faire évoluer ça, il faudrait me demander que je repaye ma dette. Mais une des options, c'est peut-être de dire, regarde, la dette, ça sera, je jette complètement aux poubelles et je recommence de bout en bout. Et on sait, il y en a beaucoup d'applications qui ont été construites comme ça, et beaucoup de développeurs un peu plus puristes regardaient ça un peu hautain en disant, écoutez, moi, là, c'est pas des jouets que je fabrique, c'est des vrais produits. Oui, c'est ça. En fait, il faut se poser la question en entreprise. Pourquoi on développe du logiciel quand on est en entreprise? Voilà. En fait, le but, moi, ce que j'aime penser, c'est que, mettons, une compagnie qui vend des skidoo, fabrique des logiciels qui supportent la mission de vendre des skidoo. Ouais. Fait que dans le fond, la valeur du logiciel est pas nécessairement dans le fait qu'on va avoir utilisé un framework de persistance vraiment incroyablement révolutionnaire
qui va marcher sur 10 ans. C'est le fait que on est capable vite de vendre des skidoo. Puis demain matin, si on change notre modèle, ben, il faut s'adapter à ça. En fait, c'est ça, on s'adapte au marché. Donc, si le marché, en fait, les marchés évoluent très rapidement. Puis, ce qu'on veut peut-être dire, c'est que si au niveau logiciel, on s'adapte pas, puis on prend des années pour développer juste une première, je sais pas moi, le framework de base qui va faire en sorte que où on va avoir notre premier écran au bout d'un an de développement, c'est peut-être pas la meilleure chose en entreprise. Ce que ça l'amène, toute cette réflexion-là, c'est il faudrait peut-être tenir compte qu'il y a les besoins de l'utilisateur, ou en tout cas des gens qui sont partie prenante, sont fondamentales, donc on va aller chercher ça. Mais il faut vraiment aussi tenir compte dans nos choix des contraintes architecturales. Si on revient à ton exemple de skidoo, si par exemple, pour fabriquer des skidoo, ça se peut que le fabricant se dise, moi j'ai besoin d'un site web. Oui. Donc, est-ce qu'un site web, on veut bâtir ça pour que le code qu'on construit soit bon pour les 25 prochaines années? C'est exactement. Où est-ce qu'on veut bâtir notre site web en se disant, il faut que ça soit tellement générique, mon framework, que ça se pourrait que demain matin, je distribue des Publisac. En fait, la réalité, c'est que le site web de Skidoo, le modèle d'affaires, peut-être qu'on va aujourd'hui, on fait des sidous, mais on fera pas il y a de des grosses chances qu'ils disent, regarde, nous autres, là, dans 2 ans, de toute façon, on va être prêts à tout rechanger. On a une vision sur 2 ans. Ouais. Donc, bâtissez pour 2 ans. C'est ça, les sites web de marketing, normalement, ils durent 1 année maximum, quelque chose comme ça. 12 mois. En fait, c'est ça. C'est vraiment, ce que je dis, c'est ça qui est intéressant de cette approche-là, parce qu'il y en a plusieurs, des puristes vont penser qu'on dit de botcher, mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment plus difficile, c'est de dire, où est-ce que je peux prendre la décision tout en conservant un logiciel de qualité? Là, ce site web-là, il faut qu'il soit bon. Mais en même temps, OK, un moment donné, où je trace la ligne pour dire que je fais une bonne job, mais qu'en même temps, je respecte l'évolutivité puis je respecte tous ces facteurs-là. On le voit beaucoup. Il y a même beaucoup d'organisations aujourd'hui qui décident que pour leur site web frontal, ils vont dire on va s'appuyer sur SharePoint. Oui. Puis on peut bien l'outsourcer, le mettre de donner à l'extérieur parce qu'on considère que c'est peut-être pas fondamental. Mais mettons qu'on dit c'est quand même assez fondamental, on va avoir le contrôle. On peut dire on va s'asseoir sur SharePoint et là on va juste construire ce qui manque et en se disant notre vision c'est dans 12 mois, 18 mois, ça sera jetable. En fait, mais l'inverse serait totalement pas vrai. Supposons que je suis Skidoo encore, et là, le logiciel que je veux faire, c'est pour mes machines de production, puis on a estimé, nous, que cette machine-là, qu'on a payé mettons qu'on achète des machines à 25 millions de dollars pour être capable de faire de l'infusion de plastique et tout, puis elle, on se dit, le retour sur l'investissement, c'est sur 15 ans. Mais le logiciel qui est écrit dedans, parce que souvent, ces fabricants-là vont réécrire le logiciel, ils veulent pas prendre le logiciel tel quel qui vient parce que ils n'auront pas d'avantage concurrentiel sur leurs compétiteurs. Réécrire le logiciel qui, souvent, là, il va être embarqué dans la machine, va probablement être écrit en C ou en C++. Lui, son temps de vie, c'est probablement 15 ans aussi. Oui, c'est pas le même type de développement, en fait. C'est vraiment, ça, c'est du développement plus système, plus machine, plus systémique. En fait, le développement qu'on vise avec le good enough, c'est plus le développement, ligne d'affaires où c'est plus dérivé, la valeur est plus dérivée par la flexibilité puis le fait que ça va évoluer dans le temps facilement. Mais ce que tu me dis finalement, c'est que cette variable-là de comprendre le temps de vie présumé de la plateforme, en tout cas c'est plus juste de comprendre le besoin puis se dire c'est quoi ton plan toi, tu sais, est-ce que tu planifies rechanger tout dans 18 mois, 24 mois, 36 mois? Si oui, ben là je vais faire un choix. Puis je vais pouvoir t'arriver avec un retour sur investissement bien plus grand parce que je vais diminuer mon coût parce que je vais créer beaucoup de dettes, sachant de toute façon que ça va être jetable. Ouais, en fait quelque chose qui est à prendre en compte aujourd'hui là, puis je l'ai vécu, mettons, avec ce site de Skidoo là, puis c'est un exemple hypothétique là. Mais si on avait dit OK, on va le faire sur 2-3 ans, puis là on fait la plateforme, par exemple, on choisit WebSphere, puis là on monte ça, tout est fait. Mais après 2-3 ans quand ça arrive, on arrive, il faut changer, là. Le site, il faut l'évoluer. Mais là, 3 ans, c'est une éternité pour eux. Oui, parce que WebSphere est plus supporté, mettons, etc. Fait que là, on va arriver à la ligne d'affaires, on va dire, vous devez payer. Ça, c'est un bon point, parce que si on passe tellement de temps en amont à développer une espèce de framework, là, les produits qu'on va continuer d'évoluer. Là, il se peut que dans ce qu'on est en train de faire, c'est maintenant inclus dans un bon exemple, c'est le framework.net. Là. Ouais, donc maintenant on a des ORM là, des mappers là, qui sont. Entity est un excellent exemple. C'est ça. Entity Framework. Là. Fait que là, moi j'ai fait des mandats où le client, on faisait un petit ORM là maison. Et même on utilisait celui de Pattern and Practice. Ouais. Puis là maintenant c'est inclus là. Donc, pour revenir à mon point, donc
il se peut qu'on passe un an à développer ce fameux framework-là, puis finalement qu'on soit pris avec parce qu'il est tellement pris sur la version, par exemple, de WebSphere sur laquelle on travaille que ça pourra pas migrer, là. Ouais. Combien de fois on a vu, on se souvient à l'époque de .NET 1.0, tout ce qui était encryption, il n'y avait pas les librairies pour faire ça. Combien de fois on a vu des gens qui ont investi beaucoup d'argent pour se faire un mécanisme d'encryptage, dans lequel les gens sont persuadés que leur mécanisme d'encryptage est le meilleur sur la planète. Puis c'est normal. Hein. C'est la nature humaine, mais là, toi, tu dois leur expliquer que probablement ce qu'ils ont fait, n'importe qui est un peu connaissant va être capable d'hacker ça assez vite parce que bâtir vraiment de l'encryption. C'est l'évolutivité de ça qui est comme... Puis là, dire, ben regarde, faudrait remplacer ça puis prendre les Cloud Framework eux autres parce qu'une bonne pratique, c'est pas bâtir son propre encryptage, mais prendre quelque chose qui est éprouvé, fait par des professionnels. Mais là, les gens veulent pas parce que tu sais quoi, j'ai pris un développeur pendant, en tout cas, l'équivalent de 3 jours hommes pendant un an de temps pour faire ça. La qualité, ça revient à ce qu'on parlait au début, la valeur d'un logiciel, par exemple, pour les skidoo, c'est de vendre des skidoo. Fait que quand on va arriver à la ligne d'affaires et dire j'ai besoin d'$1 million pour revoir ma technologie, mais au bout du compte, tout ce que je vais faire, c'est que je vais réassembler ça parce que là, j'ai mis tellement d'investissement dans la fondation technologique. Puis après ce million-là, est-ce que je rajoute de la fonctionnalité au logiciel? Souvent, la réponse est non, c'est seulement pour la pérennité de l'environnement. C'est sûr que pour la business, ça passe souvent de travers de dire OK, j'ai investi beaucoup, mais j'ai aucun nouveau gain. Dans le fond, je fais juste garder mes lumières allumées en mettant autant d'argent. Mm-hmm. C'est là en fait que ce problème-là arrive. On perd la crédibilité beaucoup dans des choses comme ça. Là. Puis je pense que le go de neuf arrive là. Comment ça nous aide à bien répondre dans la business. Mais tout le fameux chercher à être adéquat, ça va s'appliquer souvent dans des solutions qui sont plus tactiques que stratégique, c'est-à-dire ce qui est très au cœur, qui a des temps de vie très longs, donc ta propriété intellectuelle qui elle doit vivre très longtemps, peut-être qu'elle tu vas vouloir avoir très peu de dettes parce que tu vas être très flexible. Exact. Mais quand c'est des moves tactiques, c'est-à-dire quand c'est vraiment j'ai besoin de quelque chose, puis demain matin imaginons que ma technologie change de bout en bout puis que je dois plus faire des sites web de la même façon puis que je dois réinvestir. Est-ce que ça met en danger ma compagnie de skidoo? Le cœur, elle, c'est fabriquer des skidoo. C'est sûr qu'avoir un site web, c'est important, mais c'est pas fondamental. On est plus dans des approches tactiques à ce moment-là. C'est exact. En fait, là où on peut tracer la frontière, si on regarde Gartner c'est il y a 3 ans, il avait fait une présentation sur une plateforme applicative. Puis il disait que plus ça allait, plus on allait développer vite, puis que la plateforme offrait des services. Puis là, ce rapport-là, je vous donnerai le lien. Mm-hmm. Ce rapport-là parlait de Java et .NET ensemble. Puis qu'est-ce qu'il avait séparé? Il avait séparé 2 mondes. Il avait séparé ce qu'il qualifiait de systémique. Donc, le systémique, c'était les systèmes cœurs dont tu parles de ça. Ça veut dire que ça vaut la peine, justement, d'investir beaucoup d'argent à cause de, dans le fond, ils vont vivre longtemps. Puis là, cette taxe-là vaut la peine. Et tous les systèmes opportunistes. Les systèmes opportunistes étaient tout aussi importants à la mission de l'entreprise, à apporter de la valeur. Mais en même temps, systémique était plus petit, plus isolé. C'était plus des petites applications, par exemple, le site web ou par exemple, je sais pas moi, la gestion, une petite application qui peut gérer le backlog des pièces. Donc, tout ce qui est opportuniste, tu veux dire. Tout ce qui est opportuniste. Donc, mais ça, c'est assez grand. Puis ce qui est intéressant dans tout ce monde-là, c'est que les départements TI, on a tout, à venir jusqu'à récemment, quelques départements changent maintenant, mais on avait une seule approche systémique, puis là, le goût de neuf était pas dans notre nature, puis on approchait ces applications-là de la même façon. Puis en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu apparaître plusieurs applications Access. Ça, c'est juste un exemple. Souvent, on arrivait au département TI, puis là, on disait, OK, selon les coûts. Puis là, quelqu'un pouvait le développer rapidement. Puis c'est de plus en plus vrai avec les users qui changent. Les utilisateurs changent de plus en plus dans une entreprise. Ils sont capables, ils sont autonomes dans Excel, tu sais, du PHP, du Ruby, même à la rigueur du .NET Silverlight. Ou ils vont à l'externe. Et oui. C'est encore plus facile. Ils bypassent les départements de TI. Ils vont à l'externe. Puis là, en fait, c'est parce que c'est facile de dire, bon, ben, j'ai besoin de cette petite application-là, développe-moi ça vite, ça va rouler sur IIS, puis c'est super facile de faire développer ça. Ouais. Moi j'ai un exemple. Là. Tout à l'heure, je parlais de QuickBooks. Mm-hmm. Dans mon analyse, j'ai regardé plusieurs méthodes de justement d'interfacer QuickBooks. Puis une des méthodes, c'est il y a un API, puis il faut bâtir du XML, puis fait que là, est-ce qu'on passe, je sais pas moi, 3-4 mois à développer tout ça, là, c'est vraiment un petit low level, ou est-ce qu'on achète une librairie? OK, $600, puis ça facilite en fait le développement, on le réduit à quoi, 1 semaine ou 2, en sachant que
peut-être l'entreprise va changer, peut-être éventuellement de système comptable, ou peut-être que la prochaine version de QuickBooks va faire en sorte que l'API va changer ou quoi que ce soit. Donc ça, je pense... C'est un super bon exemple. En fait, c'est là que le goût de neuf rentre. Parce que, comme architecte, mettons, je regarderais, puis ça revient, le développeur, on développe tout, tu sais, ton exemple d'encryption. Le développeur va regarder ça et dire, moi, si je refais mon API, il va être bien mieux, tu sais, je vais vraiment le customiser, il va être vraiment adapté pile. C'est sûr que c'est toujours mieux quand on le fait. C'est toujours mieux. Fait que là, mais si je l'achète, c'est sûr que ça. Fait qu'au lieu de s'adapter. Les fameuses grilles. Combien d'entreprises où j'ai vu, là, on va développer notre propre grille. Mais là, les télériques, les infragistiques, les CIF, ils en font des, ils mettent des millions en développement dans ces grilles-là. Des fois, c'est bon de dire, OK, la grille, et 90% là, OK, c'est sûr qu'elle est pas parfaite, là, elle a pas le petit coin rond avec mais des fois, c'est mieux de dire, OK, on va prendre ça, dans certains cas, que de dire, OK, on va investir pour le développer. Ben oui, c'est quoi la valeur ajoutée pour une entreprise de développer une grille? Après ça, le maintenir, après ça, c'est ça. Ben oui. En fait, la question qu'on se pose, que j'aime poser avant, c'est de dire, OK, là, on rentre dans un chantier de développement de X temps. C'est quoi, est-ce qu'on est capable de calculer, là, on va travailler pendant 3 mois, c'est quoi la valeur de la minute, là, un peu comme les téléphones, là, que j'amène en faisant ça? Fait que mon développement, mettons, il me coûte 300 000, là. C'est quoi la valeur concrète de ça, là, versus la mission d'affaires. Mais quand t'en parles au gestionnaire, il t'écoute, là, ça rings a bell, là, dans le sens où ils comprennent la valeur, mais au niveau de notre métier, soit d'architecte, soit de développeur, des fois on aime ça complexifier, puis c'est ça. On aime ça. C'est parce qu'en fait, souvent les développeurs, ce qui les fait triper, c'est vraiment ça. La technologie, la techno. Fait que dans le fond, il faut trouver une balance souvent dans un projet, dire comment on peut dire, OK, la personne va triper pareil, mais en même temps, on va faire un peu de goût de neuf. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu amènes, Joël, parce que c'est symptomatique de notre industrie, mais symptomatique dans le sens que nous, on aime beaucoup regarder les problèmes d'un point de vue technique. Tu parlais dans ton exemple qu'au début, on programmait à l'assembleur et tout, et parce qu'on vient de la technique, la préoccupation du client, de ce que l'application doit faire, on s'en est toujours préoccupé, mais on est technicien à la base. Hein? C'est ça. On n'est pas les meilleurs pour avoir la discussion, la conversation avec le client pour comprendre son besoin. C'est ça. Et ce que tu nous dis, c'est, dans notre point de vue technique, on n'est même pas du tout optimal parce que très souvent, on en fait trop dans le technique. Moi, mon propos, ça serait même de dire, peut-être même qu'avant de se poser la question, qu'est-ce qui est adéquat, on devrait peut-être même mettre une bonne petite emphase sur avoir une meilleure conversation avec nos clients pour comprendre c'est quoi ses désirs, c'est quoi la vraie valeur, c'est quoi ses intentions. Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup des approches agiles, c'est qu'on a formalisé une technique pour faire cette conversation-là. T'as raison. Scrum aide beaucoup avec les fameux user stories, où est-ce qu'on a un formalisme, comment on les exprime. Et puis là, de plus en plus, même, on va avoir un formaliste pour donner des exemples de ce que... Et ensuite, quand on comprend bien, là, on peut revenir à qu'est-ce qui est adéquat, parce qu'il y a des fortes chances que, en ayant fait cette bonne conversation-là, puis cette bonne confirmation-là, que le chemin vers l'adéquat va être encore plus simple parce qu'on va avoir beaucoup moins de complexité accidentelle. Et tu as raison, Scrum là-dedans puis Agile vient aider parce que ça nous permet de baser sur des scénarios. Puis là, on va dire, OK, il faut livrer de la valeur logicielle à certaines itérations régulières. Fait que là, l'idée, c'est qu'on est obligé de se concentrer sur la valeur plus, la valeur de l'applicatif plutôt que la valeur technologique à un certain point. Là. Fait que ça l'aide beaucoup, mais n'empêche que souvent... Je me pose même la question si quand on exprime une user story, tu sais, dans une user story, tu as toujours un rôle, donc en tant que tel rôle, un désir, je veux telle affaire, avec une intention, parce que pour atteindre tel but. Et l'intention est fondamentale, parce que si t'as pas d'intention, en tout cas l'intention c'est comme le niveau plus haut. J'ai ce désir-là parce que je veux atteindre ce but. Et l'intention devrait être un but qui amène une valeur au modèle d'affaires, pas l'intention si elle amène de la valeur technique, c'est parce que il faut. C'est là l'idée, c'est que l'intention soit bien choisie. Ma question pour toi, est-ce que tu penses qu'on pourrait utiliser ce formaliste-là, mais pour essayer d'exprimer ces intentions-là adéquats? C'est-à-dire, peut-être que là, le rôle, au lieu d'être le rôle d'un utilisateur, ça pourrait être peut-être de définir des rôles en tant qu'architecte. Par exemple, j'ai tel désir. Par exemple, je veux simplifier.
parce que j'ai l'intention de minimiser ou de réutiliser au maximum ta plateforme.net et rajouter ça dans tes user stories parce que là, à ce moment-là, tu vas moi-même les prioriser et avoir la conversation avec le client sur la plateforme. Est-ce que je peux réutiliser, par exemple, la plateforme SharePoint? Est-ce que... C'est ça. En fait, c'est un bon point. Si on met ça comme rôle, comme architecte, de toute façon, il faut le faire. Parce que le mettre comme une story, c'est un point intéressant. Mais il faut se dire, OK, c'est quoi la durée de vie utile de mon système? Ça va être quoi? C'est quand, à partir de quand on va avoir de la valeur? C'est quoi cette vraie valeur-là? Combien de temps il faut que ça dure? Puis, mon propos, c'est que je sais qu'entre autres, il y a une grosse discussion, c'est depuis presque un an maintenant, entre Mike Cohn, qui est une des personnes qui a réfléchi beaucoup sur les user stories, il a écrit la Bible, le livre à lire si on veut comprendre les user stories, et Ken Schwaber, qui est un des penseurs derrière Scrum. Et une des discussions qu'ils ont, puis ils ont chacun deux points de vue différents, c'est que Malcolm fait partie d'écoles où il dit tout ce qui sont des exigences non fonctionnelles. Par exemple, je veux un temps de réponse, un tel. Il dit, moi, je les écris en user story parce que je vais, par exemple, trouver que c'est pour le rôle de, mettons, en tant qu'architecte, mais encore là, tu peux même dire, en tant qu'utilisateur, je vais avoir un temps de réponse dans mes écrans de 2 secondes. Puis tu le ramènes avec une valeur, puis là tu as l'intention parce que je veux pas attendre, par exemple. Ouais, je pense que je mettrais plus en tant que client du système ou en tant que owner du système, dépendant. Ouais. Mais je dirais en tant que client, je veux que cette application-là roule pendant 5 ans. Je veux que cette application-là soit... Donc, le temps de durée, ça devrait être des user stories qu'on pourrait rajouter. En tout cas, moi, je serais dans cette école-là de dire, on pourrait les mettre en user story. Ken Schwaber, lui, aime mieux qu'on focus plus. Il est plus de l'école où il dit tout ce qui est non fonctionnel, tout ce qui serait des exigences il va faire un nouveau terme, des exigences d'adéquation, c'est-à-dire rendre adéquat. Lui, il mettrait pas dans les user story. Mais là, je suis un petit peu perdu. Là, on parle de good enough, là, puis on est dans les user stories. J'essaie de ramener ça à une réalité sur le terrain parce que quand on fait de l'agilité, on utilise des user stories, donc j'essaie de mettre ça avec des cas concrets. En fait, même si c'est en dessous, même si on a, j'ai vu des dossiers où on était agile, on avait des stories, mais que en dessous du couvert, on avait quand même, on respectait quand même pas le good enough. En fait, je donnais un exemple, là, un système où on devait faire, c'est vraiment en entreprise. Là. Puis, même si le story, on dit en tant que travailleur, je dois monitorer ce qui se passe à l'intérieur d'un champ pour. Bon. Puis, le choix qui avait été fait dans le temps, c'est qu'on s'est dit, ok, comment on va gérer la persistance. Puis là, bon. On arrive là-dessus, on avait évalué, il faudrait, avant même de développer ça, dans cette application-là, il va falloir dire, OK, on utilise-tu JDO, on utilise-tu Hibernate, on utilise-tu Ibatis? Puis là, les architectes, on a dit, on va les tester toutes pour la performance, Fait que là, il y a eu un test qui est fait, donc 3 mois de jouage R&D, technique, de R&D, en entreprise. On est très bons les architectes pour se trouver des projets pour s'amuser avec la techno, parce que comme je dis, on aime ça, prendre de point de vue technologique, c'est ce qui nous passionne. Mais est-ce que ce 3 mois-là, en fait, ce que je dirais, c'est que ce 3 mois-là a de la valeur si on développe un produit qui, là, lui, va devoir évoluer. Ça a de la valeur. Mais si on est en entreprise, est-ce que ce 3 mois-là est vraiment un investissement qui a de la valeur? Puis, même un coup ça fait, il y a la pérennité après, mais même dans cet exemple-là, un exemple que j'ai connu, c'est après le chantier total, qui avait duré quand même très longtemps, le choix qui avait été fait, qui était très technologique, il y avait eu des grosses choses que des stories auraient pu contrebalancer, là, qu'auraient pu trouver d'emblée, là, qui sont quand même arrivés. Fait qu'après 2 ans de développement, on avait choisi une certaine approche, qu'on avait dit, on va remonter le modèle en mémoire, puis là, on va garder un ORM, puis on va garder déconnecté parce que c'est super performant. Puis là, on arrive avec ce modèle-là, puis ce qu'on s'est rendu compte quand on a mis la charge, c'est qu'il y avait des corruptions. Puis le système était inutilisable. Puis, mais dans le fond, on avait investi 3 mois à tester la performance. Fait que dans le fond, c'est le good enough, c'est de dire, OK, comme architecte, là, c'est correct, je vais choisir Entity, là. Est-ce que Entity Framework fait la job? Oui. OK, c'est sûr que c'est jamais aussi parfait que mon framework de haut. Combien de fois qu'on a vu des gens prendre beaucoup de temps à analyser, est-ce qu'on va faire quel framework web on va prendre pour faire notre application? Puis un moment donné, un peu plus tard, il y a une user story où est-ce que le client te dit, ah oui, moi j'ai besoin aussi de pouvoir utiliser l'application en mode déconnecté, c'est-à-dire quand j'ai pas de connexion Internet. Et là, tout l'investissement que tu as pu prendre à essayer de chercher, donc si tu aurais mieux essayé de cerner c'est quoi les attentes du client, il y a peut-être un paquet d'efforts que tu aurais fait différemment, parce que si on dit tout de suite déconnecté, ça t'enligne sur, en tout cas, sur des choix d'architecture bien différents. Ouais, puis ce qui est intéressant, ce qui me fait penser dans ce que tu dis, en fait, même c'est comme un art, ça, parce que c'est vraiment un balancier. Parce que là, un architecte aussi, il y a le balancier externe, on peut dire, OK, là, je voudrais me padder de tous les cas qui pourraient arriver. Fait que peut-être cette application-là, web, deviendrait déconnectée, peut-être que si, peut-être que ça. Puis là, dans ce cas-là, on se met
on se met à dire, je On vais crée faire un super framework, donc Ouais, une c'est grosse couche d'abstraction Ah, pour permettre... au cas. Ah ouais, au cas. Puis ça, je l'ai connu dans un exemple où on avait dit, au cas où on faisait un carnet, un genre de c'est un genre de yellow page, là, où c'est qu'on cherchait les employés, là. Puis, dans le fond, on s'est dit, mais d'un coup, que tous les applicatifs veulent aller consulter le bottin. Mais le bottin, c'est AD. Okay? Le bottin dans l'entreprise, c'était AD. C'est là qu'ils sont les Donc, employés. AD pour Active Directory. Oui, Active Directory. Puis là, le bottin, c'est Active Directory. Puis là, on s'est dit, je vais faire un méta-service d'un coup que tous les applicatifs, mais c'est jamais arrivé. Puis quand on est arrivé pour déployer ça, ben là, on était pris avec un découpage qui fonctionnait pas nécessairement avec notre cas. Donc, puis... le point que tu ramènes, c'est qu'il faut toujours regarder quels sont les user stories dans l'itération en cours. Oui. Puis là, juste bâtir notre architecture en fonction de ça. Puis l'architecture par couche, c'est important. Fait que là, on le fait quand même découper. On le fait propre, mais good enough. Tu sais, J'ai une question pour toi. Est-ce que à ce moment-là, imaginons qu'on a souvent on essaie de réfléchir un peu plus vaste que juste une itération de 2 semaines. On va penser par exemple une livraison. Mettons qu'on a une livraison qui est prévue dans 2 mois, mais est-ce qu'à ce moment-là, cette vision-là d'adéquat, ça pourrait être adéquat justement de se dire, regarde, pour cette livraison-là, je vais m'appuyer sur le framework.net, je vais même m'appuyer sur SharePoint, puis je vais bâtir comme ça, sachant que peut-être dans mon autre livraison, il y a des nouveaux user stories, donc des nouveaux besoins, des nouvelles exigences qui vont apparaître, qui vont me dire, il faudrait que je jette mon SharePoint et que là, je rebâtisse. Mais j'attendrai à ce moment-là pour le découvrir parce que il y a beaucoup de probabilités que quand j'arrive là, le besoin va avoir tellement changé chez mon client que peut-être ce que je vais avoir fait va être adéquat aussi. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est je dirais le scope du adéquat est vraiment au niveau de la livraison, là. Fait qu'on se dit, OK, dans le temps de ma livraison, parce que c'est vraiment à la livraison que la valeur optimale du logiciel, là, on va appeler ça le logiciel, mais de l'applicatif qu'on livre, sa valeur dans l'entreprise est à la livraison. Fait que ce adéquat-là nous mène jusqu'à la livraison, puis après ça, c'est sûr qu'il faut planifier à l'intérieur de ça le cycle de vie de ça. Puis ça, en entreprise, je trouve, on le fait pas nécessairement assez. Mais une fois qu'on a dit, OK, ma livraison est dans 1 mois, 2 mois, puis là, ensuite de ça va vivre pendant 2 ans, mais c'est là la vraie valeur, là. Fait que mais après ça, les autres livraisons, on sait pas où va être dans 6 mois l'entreprise. On sait pas qu'est-ce que ça va être. Ça va être complètement d'autres choses. Fait que dans ce temps-là, on fera un autre module. Puis aujourd'hui, avec l'architecture, ça a assez évolué. Tu sais, l'approche composite, tu sais, ça peut beaucoup nous aider à approcher ça. Mais là, tu dois être des fois perçu comme un extraterrestre là, face aux architectes ou aux gens plus techniques, là, aux développeurs. Là, quand tu leur parles, pourquoi on complexifie cette partie-là? Pourquoi on la simplifierait pas tout simplement? C'est sûr qu'il y a certains... Il y a un changement dans le marché. Mais il y a certains puristes qui restent puristes. Mais en fait, comme architecte, moi, je me souviens de certains projets où il y a toujours des composantes qui vont avoir une certaine complexité. Puis dans le fond, l'idée, c'est de faire triper les gens dans ce qu'ils aiment. Puis les puristes, on leur fait faire ces pièces de complexité-là, le systémique. Mais l'idée, c'est qu'il y a plusieurs développeurs en entreprise qui sont plus des développeurs des développeurs qui aiment du 9 à 5. Du 9 à 5. Puis dans le fond, beaucoup de pragmatisme. Beaucoup de pragmatisme. Puis cette approche-là, les gens pragmatiques aiment ça parce que dans le fond, ça l'allège un petit peu cette complexité-là. Puis ça simplifie beaucoup le support par la suite puis l'évolutivité. Fait que dans un projet, on pourrait tout simplement donner les parties plus complexes aux gens là, qui trippent technologie. Oui. Donc, ils vont avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Puis tout le monde est content. Tout le monde est content. En fait, l'idée, c'est le good enough. Il y a plusieurs vont dire que c'est botché. Puis ça, pour les puristes, ils aiment pas ça. Mais c'est tout le contraire. Même, c'est plus difficile pour un architecte de dire comment je répartis mon travail, où je coupe, où je dois couper mes coins ronds. Parce que dans le fond, c'est un choix. On peut pas dire, OK, on va juste botcher. Tu sais, ce que ça dit, c'est pas de couper dans les tests, par exemple. On coupera pas dans les tests. On va garder toute notre approche. Mais ça dit, il y a certains choix, comme mon data grid, là, c'est correct, là. On va utiliser le data grid qu'on a là, ici, là. OK, il est pas, le Entity Framework, c'est parfait, là. OK, c'est sûr. L'idée, c'est de dire, comme architecte, good enough quand est-ce c'est adéquat. Puis peut-être que en faisant des économies de ce côté-là, on peut peut-être mettre plus d'argent pour bien prototyper nos interfaces. Voilà. Donc, donner une expérience utilisateur meilleure. C'est ça. Puis comme je disais, se focusser plus aussi sur c'est quoi les besoins de mes utilisateurs pour... parce que, écoute, c'est encore effarant qu'aujourd'hui, en 2010, les études démontrent qu'il y a près de 60% du code c'est des fonctionnalités qui sont jamais utilisées dans les applications. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on le code, on le teste, on le déploie,
puis l'utilisateur l'utilise pas parce qu'on n'a pas répondu vraiment à ses exigences à lui. C'est-à-dire qu'on a bâti de quoi, mais que pour l'utilisateur, ça n'a pas de valeur tant que ça. Ouais, ou des fois, c'est l'utilisateur là, qui veut tout... Mais en fait, ce qui est parfait Qui en veut aujourd'hui, c'est une combinaison de l'approche agile, donc qui va nous aider à rendre ça itératif, à livrer de la valeur par incrément, Ouais. et d'un concept d'adéquat en entreprise qui va nous aider à gérer cette pérennité-là dans le temps, de pas faire un investissement de 4 millions qui va être à refaire au bout de 2 ans. Fait que l'idée, c'est un mix des deux. C'est là qu'on peut optimiser et notre temps de livraison et la valeur qu'on a. Mais il faut le faire sur les bons produits. Sur les bons C'est-à-dire, produits, si sur les bonnes faire prémices. ça sur ton cœur, ce qui te donne ton avantage concurrentiel, mettons que t'es Toyota. Tu fais pas ça sur le core. Ben non, parce que le corps étant le cœur de ton entreprise, C'est là, ça. tu te mets à risque parce que si tu commences à être trop dans un mode jetable pour ça, ben ça peut être dangereux. C'est ça. À moins que ça soit dans ton cœur d'entreprise, de dire, moi, nous, on est toujours en perpétuel changement, mais c'est difficile quand c'est ton cœur parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose de stable. C'est ça. Le core, c'est une autre approche. Et puis, c'est pas nécessairement les mêmes personnes qui vont travailler sur le core. En fait, c'est le développement opportuniste, le développement de tous les satellites là, qui viennent supporter la mission. Mais là, il y en a des milliers Puis d'applications dans dans ces une entreprise. développements opportunistes-là, le premier choix devrait être de dire, est-ce que je peux acheter? Parce que souvent, c'est un produit que tu peux acheter, 80% des fonctionnalités vont être là. C'est la ça. loi de Pareto. 80% des fonctionnalités sont bonnes, il te manque le 20%. Puis là, la question se pose, Qu'est-ce que je colle ensemble? je peux-tu faire un peu de colle pour ajouter ou je peux-tu vivre sans ces fonctionnalités-là, mais prendre le produit... tu sais, pourquoi des produits comptables? Il y a plus personne qui bâtit. Il y était un temps, là, on bâtissait nos systèmes comptables. Ah oui, tout le monde faisait ça. Tout le monde. Mais aujourd'hui, tout le monde achète leur système comptable C'est parce que... Puis, règle générale, les produits sont assez matures que c'est plus que 80% des fonctionnalités qui sont là. On est C'est peut-être ça. à 90. Fait que là, il nous reste à En fait, coder en un fait, peu de ouais. colle pour dire comment on va intégrer ça avec le reste, comme ton exemple que tu disais tantôt. ouais. Puis on bâtit plus un système comptable, mais un système de gestion de la paye. Tu sais, il y a un paquet de fonctionnalités que sont pas claires. Tu sais que ton exemple d'une compagnie qui fabrique des skidoo, donc des motoneiges. Des scooters des neiges pour nos auditeurs Donc européens. cette entreprise-là, on a pris cet exemple-là, puis aussi on peut penser à une grosse compagnie ici au Québec qui est connue mondialement. C'est un exemple, mais c'est bien imagé, je trouve. Mais l'idée derrière ça, c'est que pour eux, par exemple, ils devraient acheter leur système de gestion de paye parce que ça leur donne aucun avantage concurrentiel par rapport à leurs compétiteurs d'avoir un super système de gestion de la paye. Ton core, c'est ton avantage compétitif. À moins que tu aurais une structure d'organisation d'entreprise, mettons que tu es en mode collaboratif, donc c'est une coopérative. Mettons que tes employés, au lieu d'être une entreprise classique, c'est une coopérative. Chaque employé est actionnaire. Et là, si tu as besoin d'avoir un système de paie, ça devient ton avantage concurrentiel parce que la retention de tes employés, c'est ce qui te donne ton avantage concurrentiel. Ben là, peut-être ça va à peine que tu développes, que tu investisses plus. Mais on s'entend, la majorité des entreprises vont acheter leur système de paie tel quel. Exact. Puis en fait, l'exemple de la motoneige qui a été choisi, c'est un exemple un exemple à l'envers parce que j'avais connu un développement où on avait développé un système pour gérer, là, je dirais pas gérer quelque chose qui était pas du tout des motoneiges, qui était plus un service même. Et on avait décidé que dans la base de données, par exemple, si je sais pas moi, on vend des assurances, j'avais aucune table police. Ou aucun objet qui était vraiment relié au domaine parce qu'on s'était dit mais d'un coup qu'on fait le chiel-là pour vendre des motoneiges ou des choses en même. Et on avait développé un produit finalement les écrans, tout était, on avait des tables, propriété valeur. C'est très ardu quand on n'utilise pas le langage du domaine. Hein? Et voilà, c'est impossible à déboguer. Parce que plus personne comprenait qu'est-ce que faisait la logique de Et c'était fait dans une entreprise. Puis quand on arrive là, c'est que personne comprenait qu'est-ce que ça faisait. C'était pas évoluable. Puis quand on est arrivé pour migrer ça, il faut tout refaire. Là. Ouais. Écoute, Joël, fort intéressant. Donc, quand est-ce que adéquat est adéquat? Puis il y a pas de silver bullet ici, non, là. Non, c'est ça. C'est vraiment la connaissance. Il faut que l'architecte ait une bonne connaissance du domaine d'affaires. Ouais. Puis d'un peu de la pérennité des systèmes, autrement dit, la plateforme qu'on utilise, combien de temps qu'elle vit, puis après ça, où est la valeur réelle de l'application que je développe? Est-ce que c'est-tu core business? Est-ce que c'est compétitif? Est-ce que c'est au support à ma business? Donc, ça, c'est juste, je pense, des connaissances internes de quelqu'un qui fait longtemps qu'il est dans une entreprise. Écoute, ça fait le tour. Moi, j'aimerais te demander, en terminant, si tu as un site web, un livre, quelque chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs. Ouais, en fait, on a dit au début, je travaille pour le groupe MSDN. Vous pouvez, on a nos blogs et notre
newsletter ici pour MSDN le Canada. fameux Flash. Le fameux Ouais, MSDN le fameux Flash. C'est vrai, on n'a jamais parlé d'un MSDN Flash à l'émission. Donc, le Flash, vous pouvez vous abonner, recevoir toutes les informations, quoi de neuf, etc. Juste pour les auditeurs qui savent pas c'est quoi, c'est un newsletter, donc c'est une lettre que... C'est des mois, 2 mois, dépendant de ce qui se passe. Je pense, Deux fois par mois. Deux fois par mois. Régulier. Tu t'abonnes parce que là, tu vas savoir tout ce qui les offre, tout ce qui en tout cas tout ce qui bouge dans le monde Tout ce qui Microsoft bouge, ouais. dans ta région parce Les que événements, oui. il y en a un au Canada, mais il y en a sûrement un sur la France, Oui. il y en a sûrement sur la Belgique. En tout cas, chaque pays ont ce genre de newsletter. Chaque pays ont leur newsletter. Puis en fait pour les auditeurs du Canada, souvent on va sur MSDN en français, puis là ça va rapidement se rejoindre MSDN en France. Fait que c'est sûr que c'est toujours intéressant de s'abonner à la newsletter du Local. Puis Puis tu parlais aussi des blogs des différentes équipes. Donc Oui. MSDN a différentes équipes. oui, on a 4 grands blogs. On a le blog en fait, 5 avec pour les décideurs. Il y a Ok. un blog pour les décideurs, il y a un blog pour les IT pros. Il y a un blog spécialisé dans le UX, l'interface, Silverlight, ces choses-là. Il y a un blog pour les développeurs, puis un blog pour les architectes. Donc on Écoute, on va mettre les celui liens. des architectes. Tiens. Ouais, en fait, On va mettre le lien pour aller vers le MSDN Flash. Mais On va occupe mettre pas, celui pour les développeurs. je devrais bloguer plus. Ben, écoute, on te remercie beaucoup. Et merci à vous autres, c'est Puis, super intéressant. ben, écoute, on va te réinviter d'ici les 5 prochaines années. C'est bon. Merci. Nous, on fait la pause, on revient avec les actualités. Les actualités avec Guy Barrette. J'ai pas grand chose. Il s'est pas passé grand chose depuis qu'on a enregistré la dernière fois. On peut peut-être parler des différentes conférences ou événements qui vont avoir Oui, il y lieu a à beaucoup Montréal. d'événements qui s'en viennent. Joël et moi, on participe à Make Web Not War. Tu peux peut-être en parler un petit peu brièvement, Joël? Oui, en fait, mais c'est dans le même mouvement qui m'a amené chez Microsoft. Microsoft a changé. Hein? On peut penser que Microsoft est rendu super interopérable, la communauté, open source. Fait que Make Web Not War, c'est une conférence communautaire en partenariat avec la communauté, PHP Québec, beaucoup de participants open source et Microsoft. C'est vraiment destiné premièrement aux développeurs PHP, là. Aux développeurs PHP, les développeurs web, généralement. OK. Les gens qui font du web. Mais dans un... Qui n'utilise pas ASP.NET, là. Qui utilise pas. En fait, c'est vraiment ça, c'est Make Web Not War, c'est vraiment aller avoir une discussion harmonie sur comment tout ça peut c'est marcher ça, ensemble. c'est d'expliquer aussi comment la plateforme PHP roule maintenant très bien sur la plateforme Windows. C'est ça. Là, donc, comment je peux faire du PHP autant sur Windows que sur Azure. Parce qu'on sait que souvent, le réflexe de base, c'est d'aller prendre la plateforme LAMP, donc d'aller chercher Apache comme serveur. Puis ils pourraient facilement, ces gens-là, utiliser AIS, puis ça ferait aussi bien la Exactement. Puis avec par exemple, le Web Platform Installer, je sais pas si les gens sont familiers. Mais on a eu une émission là-dessus il y a sur ça. quoi, 2-3 mois maintenant? Mais avec ça, c'est même possible d'installer par exemple WordPress automatiquement avec toutes les configurations. Ouais, Fait que absolument. l'idée c'est de voir comment Microsoft et la communauté participent ensemble. Puis je pense que ça va être une belle Ça, c'est jeudi le 27 mai. oui, toute la journée. Puis nous autres, on va parler de quoi cette journée-là? Nous, on parle de cloud. En fait, c'est un panel sur le cloud. On va avoir 2 autres invités avec nous. Ouais. Puis ça, L'informatique dans le nuage. ouais. Ça, on peut-tu dire ça en français, l'informatique? Ouais. Dans le nuage. On va parler de cloud. De Claude, pas de Claude, mais de Cloud. Donc ça, c'est une activité qui est à Montréal. On peut peut-être aussi rappeler des grosses conférences qui s'en viennent parce que il y a TechEd, la conférence que Microsoft qui elle est en mi-juin. Ouais, Nouvelle-Orléans, New Orleans. Oui. Ouais. Moi, j'ai reçu un courrier hier ou avant-hier où est-ce qu'on nous confirmait que je vais être à Agile 2010 cette année. Donc Fin de l'été, ça. Hein? Ouais, c'était la fin de l'été. Ça devait être à Nashville, donc en plein milieu des États-Unis, au Tennessee. Mais ils ont eu une pluie diluvienne. Les rivières ont débordé. La ville a été je sais pas si on veut dire ensevelie, mais immergée. Plus d'1 mètre d'eau partout. Donc l'hôtel où devait avoir lieu la conférence, ils sont plus prêts parce que là, il faut tout qu'ils rénovent. Donc la conférence est déplacée, s'en va dans la belle ville d'Orlando, Florida. À quel moment de l'année? Ça va être en août. Oh, Donc c'est du 9 au 13 août. ça sera pas du tout chaud. Non, mais
Fait chaud en Floride l'été. Ouais, mais Donc, c'est agréable pareil. Donc, on a appris ça dernièrement. Du coup, écoute, nous, on va remercier nos auditeurs de nous endurer, faire des diversions et puis, on va vous souhaiter une bonne programmation et on vous revoit dans 3 semaines. Là. Visual Studio Talk Show.